Jusqu'à 10 heures, vous écoutez votre quotidien. 9h48 à l'autre bout du fil, Catherine Fournier, elle est députée indépendante de Marie-Victorin. Je vous ai sacré ministre il y a 2 secondes, Catherine. C'est pas pire, c'est pas pire. J'ai rapidement pris une promotion. Bonjour, Charles. Bonjour, la fatigue et la chaleur, fort probablement. Peut-être qu'un jour, qui sait. Eh oui, seul l'avenir le dira. Vous étiez du côté du métro il y a quelques minutes, quelques heures, à remettre des masques à gauche, à droite dans le métro. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est super bien passé, là. Franchement, on était une belle équipe. Donc, quelques collègues de l'Assemblée nationale et moi, la mairesse, Mme Parent. Il y avait également Jonathan Tabarra, donc le président du RTL, ainsi que toute l'équipe. Donc, c'était vraiment bien. En fait, on distribuait des masques réutilisables qui sont même fabriqués ici au Québec aux usagers du métro. Puis, franchement, Charles, moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est qu'il y avait déjà un très, très grand nombre d'usagers qui portaient le masque. Donc, je dirais au moins les 2/3. Donc, c'est une amélioration significative par rapport aux informations que j'avais là, concernant le début de la semaine, par exemple. Donc, on voit que le message passe. Puis ça, c'est positif parce qu'on le rappelle, hein, porter le masque dans un endroit public où c'est difficile de rester à 2 mètres, ben, c'est une question aussi de... Oui, il y a peut-être une notion de se protéger, mais c'est surtout par respect pour les autres parce que ça protège les autres d'abord et avant tout. Oui, les vrais enjeux s'en viennent. Cependant, on était un vendredi dans une période où on utilise moins les transports en commun. Il y avait moins de monde aujourd'hui, mais les vrais enjeux, quand il y aura plus de monde dans les métros, dans les autobus, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, ça, c'est clair. Puis ça paraissait encore, d'ailleurs, l'achalandage, c'est aussi une des choses qui m'a surprise, là, est encore assez faible. Donc, on se souhaite que tout ça fonctionne éventuellement quand il y aura un petit peu plus de monde. Catherine Fournier, j'ai demandé à vous parler aujourd'hui parce que motion en chambre cette semaine, vous faites parler de vous encore une fois. Je dis encore une fois parce que, bon, vous avez parlé aussi en chambre il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, quelques semaines, concernant les travailleurs et travailleuses venus d'ailleurs qui travaillent dans les CHSLD pour l'obtention d'un statut. Mais vous avez aussi dernièrement parlé des parents. Vous avez parlé en chambre de ces parents et de ces enfants qui font l'école à distance, qui font l'école en ligne. Vous avez demandé que soit allégé ou que soit abandonné, hein, que deviennent facultatives en fait les évaluations donc pour tous ces enfants-là. Ben, c'est ça. En fait, c'est important justement que les enfants puissent avoir une certaine routine, puissent avoir des suivis de leurs enseignants, enseignantes. Ça, c'est clair. Tu sais, au début de la pandémie, c'était pas nécessairement le cas. Il y avait beaucoup d'inégalités en fait entre les différentes écoles, par exemple, ou en tout cas même d'une classe à l'autre. Elles y sont encore aussi. Là. Oui, il y en a encore bien sûr, mais quand même, il y a eu des rectificatifs, puis justement le ministère de l'Éducation a envoyé un message assez clair, puis tu sais, les profs aussi, tu sais, ils font un travail extraordinaire avec des moyens qui sont évidemment très limités, puis tu sais, c'est pas facile sans avoir une formation nécessairement, tu sais, de se mettre à jour avec toutes sortes de plateformes technologiques, tu sais, si c'est pas facile pour les parents, c'est pas non plus facile pour les profs, mais ceci étant dit, il a commencé à y avoir des évaluations qui sont comptabilisées, par exemple, parfois dans les bulletins. Puis il y a même certains parents là, qui m'ont rapporté qu'ils devaient remplir des espèces de carnets d'avancement des apprentissages de leurs enfants. Puis en fait, ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que ça met énormément de pression en fait sur les épaules des parents, tu sais, parce que soit les parents sont retournés au travail et doivent composer donc avec des enfants qui eux sont à la maison, soit les parents sont dans une situation de télétravail et doivent eux-mêmes durant la journée accomplir des tâches pour leur employeur, et à côté de ça, ben leurs enfants ont plusieurs séances parfois dans une journée de rencontres visioconférences. Alors, quand on a plusieurs enfants, quand il y a ce nombre de rencontres-là, on n'a pas nécessairement assez d'ordinateurs. Il faut également, comme parents, réussir à gérer cet horaire-là qui est ultra compliqué. Et là, on veut en rajouter une couche en plus sur les familles en disant, ben là, on va évaluer les enfants. Donc, tu sais, chaque parent veut que son enfant réussisse au maximum. Donc, et puis, on se rend compte que l'enfant ne réussit pas comme il le mériterait. Ben oui, tu sais, je veux dire, les profs, les parents sont pas formés pour être profs non plus, tu sais, c'est pas
c'est pas pour rien que les enfants vont à l'école. Tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire de la pédagogie aux enfants et tout. Puis tu sais, je veux dire, les parents en même temps ils travaillent, donc c'est ultra complexe pour eux. Donc moi j'avais envie à l'Assemblée nationale hier là, d'abord de leur dire un gros merci justement pour ce dévouement et cette résilience durant la crise, parce que franchement là, je pense que c'est vraiment pas facile pour les familles à l'heure où on se parle. Puis justement, tu sais, puisque là l'école à distance reprend un rythme plus régulier, je voulais sensibiliser en fait le gouvernement au fait que les parents en ont énormément sur les épaules. Puis moi, je me fais écrire, je reçois beaucoup de messages, de courriels, même parfois de parents qui vivent non seulement du stress, mais de la détresse psychologique justement dans ce contexte-là. Donc, il me semble qu'on devrait faciliter la vie à tout le monde là, plutôt que d'essayer de la compliquer en rajoutant une couche de stress. Ben, qu'est-ce qui va arriver avec ça donc? Ben là, je fais faire le suivi auprès du ministre parce que bon, le gouvernement n'a pas voulu débattre de ma motion. Tu sais, je comprends que le gouvernement veut donner beaucoup de liberté aux écoles. Tu sais, c'était un peu ça le message de M. Roberge, que chaque école devait gérer donc ses relations avec les élèves à la manière dont il le décidait. Tu sais, je trouve ça bien que les écoles aient une autonomie, mais il me semble qu'il faudrait quand même qu'il y ait une certaine uniformisation au niveau là, des directives, là, notamment en ce qui a trait aux évaluations, parce qu'il y a vraiment des parents qui, en bon québécois, là, sont en train de péter aux frettes en ce moment. Est-ce qu'il y a des disparités au niveau des écoles dans Marie-Victorin? Oui, fort probablement. Il y a des parents qui m'écrivent là, dont leurs enfants sont à plusieurs écoles de la circonscription. Il y a quelques semaines, j'avais beaucoup de messages comme quoi, bon, certaines classes avaient justement des travaux à faire, certaines autres classes en avaient pas. Maintenant, la situation semble un peu plus régularisée à ce niveau-là, mais maintenant, c'est vraiment au niveau des évaluations puis des carnets là, de suivi de l'avancement des apprentissages là, qui posent davantage problème. Parlons maintenant des travailleurs étrangers dans le milieu de la santé. Oui, en fait, ça effectivement, c'est une motion que j'ai fait il y a 2 semaines suite justement à la publication de nombreux reportages qui nous ont sensibilisés à cet enjeu là, des demandeurs d'asile qui œuvrent présentement dans notre réseau de la santé. Bon, moi, c'est un enjeu que je suis particulièrement là, depuis 2017, lorsqu'il y a des milliers de personnes en fait qui ont franchi la frontière du Québec là, par le chemin Roxham. Et il y a beaucoup de femmes parmi ces gens-là, parce que bon, on va pas se le cacher, là, ce sont surtout des femmes qui travaillent comme préposées aux bénéficiaires, qui ont été depuis employées, notamment là, dans nos CHSLD. Puis, par exemple, la Maison d'Haïti aujourd'hui pense qu'il y a à peu près 800 en fait demandeurs d'asile d'origine haïtienne qui sont présentement donc en train de travailler comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec. Donc moi, ce que j'ai voulu d'abord, c'est de reconnaître aussi ce travail-là parce qu'il est important. Puis ensuite, je voulais que le gouvernement du Québec trouve une façon de régulariser le statut de ces gens-là pour qu'ils soient officiellement acceptés comme immigrants, donc comme nouveaux Québécois parmi notre société. Cela dit, on sait qu'il y a les demandeurs d'asile, c'est une partie de l'immigration qui est de compétence fédérale, parce que l'immigration est partagée entre le Québec et le Canada, mais les demandeurs d'asile, c'est fédéral. Donc, j'ai d'abord proposé au gouvernement du Québec de mettre plus de pression justement sur le fédéral pour qu'ils acceptent en fait de régulariser le statut de ces gens-là, donc de les accepter comme réfugiés. Bon, le gouvernement a refusé, mais par la suite, justement, avec une large mobilisation dans la société civile, il y a des groupes d'avocats qui sont mobilisés, il y a des citoyens, des organismes communautaires, des personnalités politiques aussi de tous les paliers. Donc, on a réussi à faire monter la pression, puis finalement, le gouvernement là, du Québec a dit qu'il allait essayer de trouver une façon avec le gouvernement fédéral de pouvoir régulariser ces demandeurs d'asile. Puis moi, dans le fond, une autre proposition que je leur ai soumise, puisque, vous savez, la CAQ qui est au pouvoir souhaite rapatrier l'ensemble des pouvoirs en immigration au Québec, donc que ce ne soit plus une compétence partagée, mais que ce soit seulement le Québec qui gère l'immigration. Mais je leur ai proposé, mais pourquoi pas justement prendre en main le dossier des demandeurs d'asile, donc d'agir de façon conséquente avec votre programme et de leur accorder un statut d'immigrants économiques, ce que le Québec est capable de faire présentement, étant donné que, on va pas se le cacher, ces gens-là qui travaillent dans nos CHSLD, ils répondent à des besoins de main-d'œuvre criants. Le premier ministre Legault le répète à tous les jours dans ses points de presse à quel point on a besoin de monde, à quel point on a besoin de bras dans notre réseau de la santé, particulièrement auprès des aînés plus vulnérables. Donc, c'est ce
que j'ai proposé au ministre Jolin Barrette. Maintenant, j'ai hâte de voir là, quelle sera la solution préconisée. Pour l'instant, ce que le ministre semble dire, là, c'est qu'ils sont en discussion avec le gouvernement canadien à ce sujet. Mais donc, c'est une bonne nouvelle et je suis très contente. Ça pourrait changer les choses. Une députée indépendante, donc qui a dit qu'une députée ou qu'un député indépendant ou une députée indépendante ne pouvait pas changer les choses? En effet, je me demande bien qui a dit ça, parce que je pense que c'en est une bonne preuve. Puis d'ailleurs, quelque chose qui est peut-être qui a passé un peu plus inaperçu cette semaine, mais cette semaine, à l'Assemblée nationale, on a conclu, en fait, on a souligné la clôture du premier mois de sensibilisation aux violences à caractère sexuel. Donc, c'était la première année que ce mois de mai se tenait sous ce thème. Et en fait, c'est à la suite d'une motion que j'avais présentée l'année dernière, là, à la même période de l'année, donc avec de nombreux groupes communautaires là, qui souhaitaient faire davantage de sensibilisation. J'avais présenté la motion, ça avait été accepté par le gouvernement. Donc, depuis cette année, chaque mois de mai sera le mois de sensibilisation aux violences à caractère sexuel. Puis ça aussi, je peux dire que c'est un gain à mon actif. Bravo à vous. Vous prenez plus souvent la parole que si vous aviez été dans l'opposition, finalement. Ben en fait, je peux présenter effectivement des motions à chaque semaine, ce qui est pas nécessairement le cas là, au sein d'un parti politique. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, avec la reprise, on est seulement 36 députés au maximum au Salon Bleu à l'Assemblée nationale sur 125. Mais moi, comme députée indépendante, là, je vais être là à peu près 60% du temps, tandis que les députés des partis politiques ont à peu près un taux de présence de 30%. C'est une situation qui vous sert finalement. Ben, tant mieux, parce que ça permet de porter davantage la voix là, des citoyens de ma circonscription. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bien, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous parler, Catherine. Merci beaucoup, Charles. Puis j'invite d'ailleurs les citoyens qui nous écoutent, si vous avez des idées, justement, la motion que j'ai déposée cette semaine par rapport aux parents, c'est grâce aux nombreux messages que j'avais reçus sur ma page Facebook notamment. Donc, je dis aux gens, si vous vivez des réalités, que vous voulez justement me sensibiliser à ces questions-là, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Ben, merci, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin.